Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, Gaël, de chez Flux. Et nous avons Lorcan avec nous, qui travaille avec Flux aussi, et qui a contribué notamment qui a travaillé avec moi sur l'analyseur pour tout ce qui était DSP, mathématiques, Ouais, c'est ça. etc. Donc L'algorithmique, quoi. Ouais. il est là pour valider toutes les bêtises que je vais pouvoir dire et vous expliquer aussi des fois en détail s'il y en a qui veulent avoir un petit peu plus de détails sur les maths et sur certaines choses qu'on a utilisées. Et vous êtes là pour valider les miennes. Enfin, pour la... Alors, je ne sais pas si tout le monde était à la conférence d'avant d'Alain, parce que finalement, on va pouvoir mettre en évidence un peu pas mal de choses que ce que Alain a dit avant. Il a parlé de phase, il a parlé d'acoustique, il a parlé de monitoring, de besoins qu'on a au niveau de la restitution sonore et du contrôle de monitoring pour faire son travail d'ingénieur du son. Et il a montré notamment des courbes de réponse, des courbes de phase. Et nous, on va donc parler des outils qui nous permettent de faire ces courbes-là et de mettre en évidence les problèmes ou les qualités d'un système. Donc dans un premier temps, ce qu'on pourrait ce dont on pourrait parler, c'est on va essayer plus de faire un petit peu, se mettre en mode causerie que cours magistral ou c'est un petit peu plus comme ça qu'on fonctionne chez Flux. C'est aussi comme ça qu'on crée des produits. Donc on aime bien qu'il y ait une interaction avec tout le monde et puis qu'on soit plus dans un mode discussion. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'appréhender pourquoi est-ce qu'on a fait l'analyseur. Dans quelle mesure on a besoin ou on n'a pas besoin, en tant qu'ingénieur du son, d'outils d'analyse. Ça pourrait paraître, des fois, enfoncer quelques portes ouvertes pour des ingénieurs du son chevronnés, comme nos amis qui sont là. Mais c'est quand même assez important de souligner que il arrive... il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles on a besoin de qualifier les choses, de se rassurer ou de comprendre dans quel environnement on travaille. Donc dans un premier temps, je dirais que en tant qu'ingénieur du son, on va enregistrer, on va mixer, masteriser, et on va délivrer, en fait, on va capter quelque chose ou le retravailler et on va le donner pour que ce soit exploité, soit pour une diffusion radio, soit pour créer un CD, soit pour que les gens puissent l'écouter, soit dans une salle de spectacle. Et donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de définir des normes, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas tout seul à travailler et à écouter ses propres productions. Donc, on va avoir besoin de définir un petit peu des niveaux moyens, se dire que ça serait bien que tout le monde se mette dans ces plages de niveau-là, histoire que celui qui va régler la diffusion d'antenne pour la radio se retrouve pas complètement avec des écarts de niveau entre les productions et puisse faire un travail cohérent. Donc ça, c'est un premier point qui est très important, c'est qu'on doit, comme on n'est jamais tout seul à tout faire et qu'on ne fait pas les choses que pour soi, on doit définir des normes. Donc la première qualité d'un vumètre, ou de n'importe quelle analyse de niveau, c'est de nous permettre de nous conformer à ce qui a été défini pour le travail à accomplir ensemble. Alors là-dessus, depuis des années, les choses ont bien changé parce que la méthode les méthodes d'écoute ont changé, la méthode de diffusion de la musique a changé, la radio, par exemple, a changé aussi. On est passé, on n'a plus du tout les mêmes contraintes qu'on avait il y a 15 ans. Donc, grosso modo, c'est un domaine dans lequel les normes évoluent et les méthodes, le matériel évolue, donc les normes évoluent et la manière d'écouter aussi évolue. Donc,
il y a toujours à faire évoluer tout ça. D'où l'intérêt aussi de faire un outil. Ces derniers temps, on a assisté à quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a eu, au niveau du loudness, donc au niveau de la perception d'énergie, en fait, de puissance du son, il y a une nouvelle norme qui a été imposée en Europe. Pour ce qui est de la France, elle a été publiée au journal officiel, donc elle est rendue obligatoire pour tout ce qui est diffusion publique. Et du coup, on doit se conformer à ce genre de normes. On pourra revenir un peu plus en détail avec Lorcan tout à l'heure sur comment, à quoi servent les différentes valeurs qu'on va mesurer pour ce qui est du loudness. Mais c'est déjà, dans un premier temps, juste définir le carcan de à quoi ça sert. Parce qu'on pourrait très bien se dire, pour l'instant, et dans un premier temps, j'ai mes oreilles et j'ai besoin que de mes oreilles pour faire le boulot. Il n'empêche que dès le départ du travail d'un ingénieur du son, quand on parle déjà de captation, on va vouloir optimiser la conversion. Par exemple, maintenant, on travaille tout le temps, on va mettre de côté tout le travail analogique. On va se concentrer sur les méthodologies modernes. Donc, on va se dire qu'on enregistre toujours dans une machine numérique. Ça nous simplifiera l'affaire. Donc, on va vouloir optimiser cette conversion analogique numérique. Donc, notre idée, ça va être d'essayer d'être le plus full scale, d'essayer de remplir la résolution du convertisseur, donc d'aller le plus loin possible jusqu'au dernier dB, de manière à ce qu'on ait la plus grande dynamique possible d'utiliser. Sauf que on peut pas, c'est assez valable si on fait un reportage, un enregistrement dans une église, par exemple, avec un couple de micros. Maintenant, quand on enregistre un groupe de rock ou un disque de pop moderne où on va avoir 96 pistes, si toutes les pistes sont à 0 dB, le mixeur va avoir beaucoup de difficultés à se mettre en marche pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Donc on va forcément se mettre dans des niveaux beaucoup plus faibles et qui vont déjà définir comment les choses vont être restituées en fait de base. Donc le Vumet, il va servir à ça, dans un premier temps. Il va nous servir à contrôler notre niveau et contrôler le niveau. Voilà. Et puis, je crois que il n'y a pas tellement de autre chose. C'est pas très passionnant. Pour être honnête, c'est pas très passionnant les vumètres. Alors il y a des tonnes de vumètres différents. C'est ça qui est intéressant aussi. Et peut-être je peux en profiter puisque tu avais parlé un petit peu du payload, une des nouveautés peut-être du payload, c'est justement que ça intègre, on mesure pas forcément un niveau de manière qui correspondra à une pression acoustique ou un niveau électrique, ça intègre en fait des critères dérivés de la psychoacoustique. Donc ça essaye de prendre en compte la manière dont on perçoit un son, à la fois en termes de réponse en fréquence. Donc bon, ça on le faisait déjà avec des courbes de loudness, mais là ça va un petit peu plus loin. Et puis bon, il y a la perception dans le temps en fait. Bon, on en parlera peut-être après. Mais oui, parce que ce qui est important de cibler, c'est on va utiliser un outil de mesure par rapport au type de contenu en fait. Le payload, il va être très orienté dialogue et programme télé ou oui, audiovisuel. En musique, il est quasiment inutilisable. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes au niveau de la diffusion télé pour des programmes comme Taratata qui peuvent absolument pas coller à la norme, en fait, aux recommandations définies avec ce type de norme. Mais donc, ce qui est important, justement, c'est qu'on va utiliser différents vumètres, différentes calibrations, grosso modo, pour différents types de boulot. On va avoir une approche plus vumètre, RMS, PPM, avec un peu d'intégration pour éviter de voir trop les crêtes pour tout ce qui va être enregistrement. On va utiliser plus d'autres systèmes, par exemple comme le K-System de Bobcat pour tout ce qui est mastering. Et là, on va utiliser différentes versions de sa norme pour coller plus à, par exemple, un contenu de musique classique ou quelque chose de
entre les deux, jazz, acoustique, qui doit garder un peu d'air. Et puis après, on va pouvoir utiliser le K12, qui est la version pop-rock, où de toute façon, le but, c'est tout à fond. Euh, Parce que c'est difficile. Par exemple, là, on peut directement prendre un exemple. Si ici, je passe un morceau de musique actuellement, on peut mettre un tout petit peu de musique. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de son, mais pour histoire qu'on puisse quand même continuer à parler. Euh, donc là, j'ai un morceau masterisé. Si je le regarde, donc si je prends le vumètre de gauche ici, ça va être un RMS, un vumètre. Au milieu, ça va être mon true peak. Donc c'est un pic en fait qui utilise un oversampling de manière à recréer des échantillons entre les échantillons Ouais, en du fait, fond là. quand vous avez un signal numérique, quand vous êtes à 0 fs, vous saturez pas. Mais du fait de la technologie employée par les convertisseurs digitaux vers analogiques, donc que vous avez forcément en sortie pour avoir un signal sur votre casque ou vos enceintes, il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle un overshoot. Enfin, en fait, si vous êtes à 0 fs en sortie, vous allez saturer. Vous ne serez pas à 0 dB analogique correspondant. Donc ça, c'est le true peak, en fait, c'est simplement, comme disait Gal, c'est un suréchantillonneur, donc 4 fois. 4 fois. Et ça permet d'émuler la caractéristique du convertisseur en sortie, et donc d'avoir une marge de sécurité pour éviter. Oui, dans la norme, À 44 fs, oui. dans la norme BU, dans la norme R128 ou ITU 1770, il est normé à 4 fois. Par contre, il n'est pas normé au niveau du type de filtre qu'on utilise pour l'oversampling. Donc là, malheureusement, c'est au petit bonheur la chance. Et tous les vumètres tropiques qu'on va retrouver sur le marché ne vont pas donner forcément les mêmes valeurs. Mais il y a une tolérance, on arrive bien à... On peut montrer qu'on arrive à 0,1, ou enfin selon le fil qu'on emploie, l'oversampling. Parce qu'un convertisseur du commerce, c'est plus que 4 fs en sortie. Ouais. Enfin, il me semble. Mais par contre, du fait il y a cette petite tolérance qu'on accepte dans la plupart des normes, mais du coup, les organismes qui vont essayer de nous imposer les normes vont aussi, eux, prendre de la marge, parce qu'ils considèrent que du coup, on ne peut pas tout à fait truster tout ça. Donc, on va prendre un peu. Donc, l'AFSI, par exemple, dans la recommandation qui va être utilisée en France, on va normaliser le plus, ça va être à moins 1 dB true peak. Et dans la vraie vie, en plus, ils conseillent moins 3. Comme ça, ils se disent que là, il ne va rien se passer. Mais bon, ce que je voulais exprimer aussi, c'est que du coup, le true peak, ça va être intéressant de le voir parce que ça va nous permettre d'éviter d'avoir des saturations. Et on va savoir que si on dépasse le zéro, vraiment, on n'a pas de... On a les gars de PSI qui nous lancent la gigue là derrière, c'est génial. Ils me refont le plan que j'ai fait tout à l'heure. Merci Marc. Donc le DB true peak, là, ça va nous permettre, moi, je considère que dans la plupart des cas, à part quand on va travailler en audiovisuel, où on se dit, si la recommandation c'est moins 3, on va utiliser moins 3. Et si en plus on doit le faire en true peak, on n'a pas le choix que de le faire sur une mesure en true peak. Mais pour d'autres ingénieurs du son, ou pour d'autres projets qu'on pourrait avoir, pour de la musique par exemple, où on n'a pas besoin de ce genre de normes, ça va quand même être intéressant d'utiliser un vumètre true peak de manière à éviter qu'on ait trop de saturation sur le CD quand on va jouer un CD. Alors avant qu'on utilise ce type d'oversampling, on prenait tout simplement de la marge, voilà, en mastering. Ensuite, là, si on regarde le vumètre RMS, c'est un vumètre qui est calibré, mais qui ne veut pas forcément dire quelque chose pour regarder un master, je dirais, selon les normes modernes pour ce type de musique. Donc, si on reprend l'histoire de Bobcat, Bobcat s'y propose 3 normes. Une pour le classique, une pour l'acoustique, le jazz, et une pour la musique moderne au taquet. Donc si je prends
là, si on prend du coup le K12, donc, qui correspond aux normes actuelles de musique moderne, ici, on va se dire, voilà, pour être dans les clous, il faut que j'aille taper dans le rouge, au plus 4 dB, selon ce qui a été défini. Donc c'est très pratique. Quand je fais mon master, je sais que je vais taper. Il faut absolument que j'aille dans ces zones-là. Sinon, je vais être en dessous. Et du coup, le CD du voisin, il va être plus fort que le mien. Petite remarque en passant, juste, pour le trou pic, vous remarquez qu'il est, par rapport à l'autre pic, il est à peu près un dB au-dessus, là, des fois. Hein. C'est bien le pic, là, qu'on voit ici. Non, c'est pas le pic, là. Ah, ok, bon, j'ai rien à dire. Enfin, juste pour terminer, parce qu'on va pas faire la journée sur les vues-mètres, mais donc par exemple maintenant si je prends un K20 classique, donc mon truc qui est fait pour de la musique classique, forcément Michel Ndegeocello là, elle va être, je suis tout le temps quasiment dans le rouge, quoi. Donc ça exprime pas véritablement, enfin c'est pas adapté. Et donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'on a besoin, pour différents types de musique, différents types de boulot, on a besoin d'utiliser différents outils et de différentes calibrations, en fait. Et un des seuls intérêts du vuemètre, c'est justement de calibrer et de définir le... J'adore, je suis tellement ennuyeux. J'adore déjà. C'est un... Monte un peu la musique, non? Voilà, donc c'est le premier, c'était juste une introduction peut-être un peu fastidieuse, mais juste pour dire que le but de cet analyseur à la base, c'était de fournir à l'ingénieur du son une espèce de boîte à outils et de faire comprendre aux gens qu'on a des normes à respecter, ou on se donne nous-mêmes des normes, c'est-à-dire dans notre boulot de tous les jours, on sait que on veut aller jusqu'à tel niveau pour tel type de musique, c'est comme ça qu'on veut le faire, donc on se met en place des outils pour s'aider tous les jours. Donc quand on a commencé à construire cet outil avec l'Orcane, c'était vraiment l'idée de se dire, bon, bah, on va se donner la possibilité d'avoir un outil qu'on peut emmener partout, dans notre travail d'enregistrement, comme dans notre travail de mixage, dans de la post-production, dans notre travail en live. Et voilà, donc il y a une espèce de toolbox. Et en plus de tout ça, on a vraiment... besoin de sortir, on a deux types d'informations supplémentaires dont on va avoir besoin tout le temps dans notre boulot. Donc on a vu les normes, les vuemètres, mais maintenant on va avoir besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans notre environnement. Il arrive qu'on soit itinérant, donc qu'on prenne nos enceintes et qu'on aille dans une salle qui n'est pas forcément adaptée, où on n'a pas forcément besoin de poser des panneaux. Enfin, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il va falloir qu'on comprenne un petit peu l'environnement. Quand on essaye des nouveaux speakers, c'est pareil, il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça sonne. Quand on crée une cabine, quand on va dans un endroit où on n'est pas habitué à travailler, il va falloir qu'on comprenne ce qui se passe. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité. Nos oreilles ne suffisent pas tout le temps. On ne peut pas croire que nos oreilles suffisent tout le temps. Il y a des problèmes acoustiques, ça Sébastien pourrait en parler beaucoup mieux que moi, qui font que des fois on va avoir des pertes de cohérence et que du coup on ne va jamais entendre deux fois de la même manière et du coup on ne peut pas croire ce qui se passe, on ne peut pas comprendre non plus ce qui se passe et donc à moins de résoudre le problème acoustiquement, de faire du traitement, on aura beau essayer de corriger des enceintes, de faire, etc. De toute façon, on ne peut pas y arriver. Donc, ça, c'est bon de le savoir, c'est très difficile à détecter, à moins de passer du temps. C'est-à-dire que peut-être au bout de 4 heures, 5 heures de travail, quand on est toujours en train d'essayer d'équaliser les mêmes fréquences, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas, parce qu'on n'y arrive pas, et puis c'est toujours centré aux mêmes endroits. Donc là, on va avoir besoin d'outils. L'idéal, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de mesurer les enceintes dans la pièce dans laquelle on se trouve et de savoir où on en est. Et puis de pouvoir prendre des décisions. La décision simple de mettre une correction ou de mettre
des panneaux, etc. Ça nous permet aussi de voir comment se comporte, comme le disait Alain avant, mais bon, on ne va pas revenir sur ce que disait Alain, mais de voir la réponse en fréquence de la phase pour savoir exactement si déjà on a bien placé les choses, si l'enceinte nous permet de faire le boulot correctement. Oui, alors c'est vrai que c'est des outils de mesure qui sont peut-être un peu intimidants si on connaît pas les maths derrière, mais il faut, enfin nous, ce qu'on aimerait, le message qu'on aimerait faire passer, c'est que, enfin, grâce aux logiciels aussi modernes, donc, enfin il y en a un certain nombre, on peut faire le lien en fait entre ce qu'on perçoit et des choses qu'on peut quantifier en fait grâce aux mathématiques. Le but c'est pas de faire des maths pour faire des maths, c'est de servir en fait d'outils qui permettent de mettre des chiffres sur des choses que parfois on perçoit mais dont on a besoin d'une confirmation. Tout à fait. Et puis on n'est pas à l'abri, des fois on fatigue, etc. Et on va aussi utiliser les outils comme pour se rassurer, pour vérifier les choses. Et puis on va utiliser les choses en amont aussi. Par exemple, tout ce qu'on va voir là dans quelques minutes à propos de l'analyse de système, ça va être très utile. Surtout aujourd'hui, par exemple, dans la production musicale, on voit revenir à la mode tout ce qui est périphérique analogique. Je crois que quand on se promène dans la pièce à côté, on voit que je ne vous raconte pas des salades. Et là, ça va être très intéressant de calibrer les choses. On va avoir d'autant plus des besoins de calibration, donc d'outils de mesure, pour calibrer son studio, qu'on utilise des périphériques analogiques. N'importe qui sait très bien qu'on doit toujours revenir sur un projet. Donc dès l'instant où on doit faire un recall d'un projet qui utilise des périphériques analogiques, on a intérêt à passer du temps à les calibrer, parce que sinon, le recall est impossible. Ouais, vous avez 2 compresseurs mono qui datent des années 70. Vous voulez les faire travailler en stéréo, vous avez intérêt à ce qu'ils travaillent à peu près pareil, ou des égaliseurs. Oui, ou même quand on doit reprendre le boulot 2 semaines plus tard parce que l'artiste dit qu'il faut mettre 2 dB de plus sur la voix. Donc on veut retourner le mix. Si on utilise des périphériques analogiques, il sera impossible d'avoir un recall cohérent si on ne sait pas calibrer son studio. Parce que c'est des machines qui bougent tout le temps. Et puis on n'est pas à l'abri d'accident, d'avoir mis un coup de genou dans le bouton et qui fait que les gains, la structure de gain n'est plus la bonne. Et voilà, donc on va avoir aussi besoin d'utiliser ces outils-là pour calibrer tout ça. Et puis pour comprendre, comme tu dis, si on a par exemple 2 compresseurs, qu'on veut les utiliser par exemple sur un couple, sur une overhead de batterie, il sera intéressant aussi de savoir, de vérifier, par exemple, qu'ils aient à peu près la même réponse en fréquence. C'est pas toujours le cas. Je dirais peut-être, je pensais à autre chose aussi, enfin ça c'est peut-être un peu plus spécialisé, mais si vous voulez, vous entendez je sais pas, un bruit qui vient, vous savez pas trop d'où ça vient, vous allez pouvoir le voir sur le spectre dont on va parler tout de suite. Ouais. Vous pouvez voir les harmoniques, c'est savoir si un périphérique crée de la distorsion et de savoir de manière un peu, enfin, plutôt que d'en parler en termes esthétiques, mettre des chiffres dessus. Enfin, c'est pas toujours souhaitable, hein, mais... On va vite rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, le dernier truc, c'est qu'aussi, il y a un moment donné où on a un désir d'avoir des outils qui nous permettent de visualiser ce qu'on entend à peu près correctement. Et du coup, d'utiliser ça comme assistant. À aucun moment, c'est l'analyseur qui va nous permettre de mieux mixer. Qu'on soit d'accord, c'est vraiment l'ingénieur du son qui va faire le boulot. Par contre, on va aller souvent des fois plus vite pour régler des problèmes. Si on a les bons outils, on va pouvoir identifier les problèmes très très rapidement. Et puis, on va aussi pouvoir les utiliser pour savoir, se dire, tiens, est-ce que je suis bien dans les clous ou est-ce que je suis allé un peu trop loin, etc. Et dans ces cas-là, on a besoin d'avoir quelque chose d'adapté à nos besoins. Si on utilise une courbe de transfert, comme on va le voir pour l'intégration, pour la mesure de système, ça n'aura aucune utilité, ça ne sera absolument pas utilisable sur de la musique pour du mix. Donc on va avoir besoin d'outils
qui donne une représentation en temps réel qui va être différente, qui va nous amener des informations. Et c'est là qu'on a eu aussi pas mal de boulot. Et c'est dans ce sens qu'on a essayé justement de faire un outil qui permette d'adresser pas mal des boulots d'ingénieur du son, que ce soit les parties créatives, mais que ce soit les parties techniques. Et en tant qu'ingénieur du son, vous savez tous que si vous voulez pouvoir être créatif, il faut maîtriser un peu les parties techniques et que soit, donc par exemple, que tout le studio soit bien calibré. Et comme ça, on est tranquille, on peut faire de la musique. Si on a toujours des doutes parce que une fois sur deux, les gains ne sont pas les bons, il y a des offsets sur le compresseur analogique, machin, etc. On passe notre temps à corriger des problèmes au lieu de faire de la musique et de s'occuper des artistes. Dans la post-production, c'est à peu près pareil, sauf qu'on utilise beaucoup moins de périphérique analogique maintenant. Donc, on aura d'autres problèmes, notamment dus au multicanal. On peut peut-être montrer le petit diagramme là. Je sais pas. Enfin, peut-être avant de vous montrer ce qu'on va voir, je vous présenterai très rapidement le principe général. Donc l'idée, c'est de faire une représentation en fréquence d'un signal enregistré. Donc pour ça, non, celui d'avant. Voilà. Il est pas mal celui-là. Donc en fait, quand vous regardez un signal échantillonné, vous regardez des variations d'amplitude. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, dans le cas présent, c'est de voir différents paramètres, mais qui dépendent de la fréquence. Et pour ça, il y a un outil mathématique qui est très général, qui s'appelle la transformée de Fourier, qui permet de faire justement cette chose-là. Et si je vous en parle, c'est pour vous montrer que c'est pas seulement un outil mathématique, pardon, c'est que ça correspond en fait, dans les grandes lignes, à ce qui se passe dans notre, dans notre manière de percevoir les sons. Donc là, j'ai représenté la colquée ou je sais jamais comment ça se prononce, c'est colché ou le colimaçon, le coquelet. Voilà. Merci. Ouais, il veut pas s'arrêter. C'est parce qu'on s'en full screen. Et en fait, donc le principe générique, l'analogie que je voudrais faire entre donc notre perception et la transformée de Fourier, c'est que c'est un banc de filtre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu les orgues avec des verres remplis d'eau. C'est un peu des résonateurs en fait de Helmholtz. Et donc l'idée, c'est que quand vous allez, si vous cherchez à déterminer la hauteur d'un son que vous ne connaissez pas à l'avance, vous allez passer donc ce son au-dessus de différents résonateurs, et quand il y en a un qui va se mettre à résonner en sympathie, donc vous allez pouvoir regarder la vibration de chaque résonateur et dire ça correspond à l'amplitude correspondante en fait. Et donc en fait c'est ce qui se passe dans l'oreille interne. Donc avec les cils vibratiles, je suis pas du tout spécialiste de la question, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est simplement pour dire que c'est pas les mathématiques sont en lien étroit avec la perception en fait. Donc ça permet en fait la transformée de Fourier, ça permet de mesurer à la fois l'amplitude, et donc je pense que tout le monde comprend de quoi il s'agit, l'amplitude de chaque fréquence et la phase. Donc ça on reviendra dessus plus tard. Et donc je vais passer au deuxième schéma donc pour montrer le setup. Donc ça permet de mesurer une amplitude absolue en fait. Mais ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est de mesurer en fait la réponse d'un système, quel qu'il soit. Donc ça peut être une pièce combinée avec un haut-parleur, ça peut être un périphérique, ça peut être tout ce que vous imaginez. Donc, en gros, il faut imaginer que cette partie-là, c'est qui est représentée par un amplificateur et un haut-parleur, une pièce, c'est une boîte noire. Donc vous pouvez la remplacer par votre périphérique. Donc le principe de base, c'est d'envoyer donc un signal qui est connu, évidemment, de le passer dans le système et de le récupérer avec un microphone de mesure. Donc il vaut mieux qu'il soit calibré, qu'il soit connu aussi, parce que sinon vous allez le mettre dans la chaîne. C'est facile de trouver des microphones à coût assez abordable qui font cet office. Et donc après, on va observer la sortie. Et l'idée, ça va être de faire les transformées de Fourier de l'entrée, donc qui est connue, et de la sortie qui est connue aussi. Et à partir de ça, on va pouvoir en déduire ce qui s'est passé entre les deux. Enfin, au moins en termes de modification de l'amplitude en fonction de la fréquence et de la phase. Et à partir de ça, on peut en déduire pas mal de choses. Et donc, ce qu'on va montrer
Juste, on peut dire que là, dans le schéma, on peut remplacer l'amplificateur, le haut-parleur et le microphone par un appareil. Par exemple, quand on veut analyser un compresseur analogique ou un préampli, un ampli, on va remplacer juste cette partie-là. Et donc, Ouais, ou même un plugin en fait. Hein. même un plugin. Un plugin, vous n'êtes pas sûr de ce que fait un EQ ou un. Oui, c'est très intéressant Ça, d'ailleurs, des fois de ouais. vérifier. Faut jamais croire les constructeurs. Jamais. C'est un truc de base. Faut croire ses oreilles. Et l'analyse. Et ses Et les analyses. maths. Et ses analyses. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, comme ça en plus, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, qu'on regarde l'enceinte qui est là avec le microphone. Donc on va pouvoir utiliser. Tu peux le mettre en FFT d'abord peut-être Non, directement. Bon, on part après ça. On n'est pas très calé. Alors, on va se mettre sur le... Voilà. Donc je vais envoyer du bruit. Donc ça c'est un signal connu avec une réponse plate. Donc c'est en gros la même amplitude à toutes les fréquences. J'aurais peut-être... Ouais, Oui, normalement, il ne faut pas parler, parce que comme on envoie, quand on parle, ça sort dans l'enceinte. Mais bon, ce qui est important, c'est déjà de trouver le délai aussi qu'il y a entre le micro, la latence qu'il va y avoir, donc le délai entre le micro et l'enceinte. Sinon, on ne va pas avoir une courbe de phase cohérente. Donc là, j'avais fait le boulot avant, mais on peut le refaire juste en vitesse. Voilà, là, on voit tout en bas, à droite, en vert, on voit la courbe de phase. Donc dès que je parle, c'est assez intéressant d'ailleurs, dès que je parle, on voit les modifications, puisque j'excite le haut-parleur différemment. On voit que la courbe rouge, qui représente la cohérence, va bouger dès que je me mets à parler. Et ça me permet d'ailleurs de vous expliquer un truc qui est assez intéressant dans la mesure, c'est la cohérence, elle va nous permettre de définir la qualité de la mesure dans le temps. C'est-à-dire qu'on va intégrer sur une seconde, par exemple, on va faire plusieurs fois la mesure dans la seconde, et on va se dire combien de fois est-ce qu'on va avoir la même valeur, ou quel va être le pourcentage finalement dans lequel on va trouver la même valeur. Si on a à tous les coups la même valeur, on se dit la cohérence est super, c'est tout le temps pareil, donc là on peut vraiment croire cette mesure-là. On peut se dire on est robuste. Voilà. Si par contre on tombe en dessous de 50%, donc c'est une fois sur deux, on n'a pas la même valeur, là ça devient aléatoire. Et donc quand c'est aléatoire, c'est un vrai problème, parce que là on peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer de même interpréter, on peut même pas interpréter les courbes de magnitude et de phase qu'on voit, puisque on n'est pas capable de les mesurer en fait. Et ça, c'est donc la première courbe à regarder, parce que dans votre studio ou dans n'importe quelle circonstance, c'est de regarder ça, parce que ça sert à rien de regarder les autres courbes si vous n'avez pas cette information-là. Oui, il peut y avoir plusieurs origines en fait au fait que la courbe de cohérence soit pas proche de 1. Donc la cohérence, ça représente la corrélation, donc la ressemblance dans le temps entre différentes mesures à une fréquence donnée. Donc si vous êtes à 1, c'est vraiment que c'est fiable. Et si ça descend, ça veut dire que soit, comme tu disais, c'est qu'il y a Il y a un problème. Il y a un problème, mais ce problème, il peut venir par exemple de réflexions multiples. Oui, oui. Donc c'est en fait, ça signifie que le signal reçu, c'est pas seulement le signal que vous avez envoyé multiplié par un gain et un délai à cette fréquence, donc un retard de phase, mais qu'il y a des échos successifs. Donc le système tel qu'on le décrit, on va peut-être pas trop entrer dans le détail, mais ne peut pas rendre compte de cette complexité. Mais ça peut être aussi qu'il y a trop de bruit de fond, par exemple. Oui. Et dans certaines situations, on ne maîtrise pas... Ou un imbécile qui parle dans le micro, comme moi, quand j'envoie et que du coup, j'ai des pertes de cohérence dans le système. Donc, enfin, là, en l'occurrence, on a mis le micro, pour des raisons pratiques, on a mis le micro très près de l'enceinte. Donc, on a une très bonne cohérence. Accessoirement, le microphone lui-même a décalage.
Tu dois prendre un... Accessoirement, le microphone lui-même n'est pas complètement linéaire dans sa capacité à prendre. Il est lui-même déphasé, donc il faudrait avoir la courbe du microphone pour l'intégrer dedans. Oui, Parce qu'il y a une rotation de phase en fonction du spectre. Oui. Donc, si on a un micro calibré, je pense à 4006 dPA, on l'a. Oui. À ce moment-là, je peux faire la correction. Mais là, en tant que tel, ce microphone-là, dans la robustesse de la mesure, si on n'a pas un instrument qui lui-même inclut déjà la robustesse, on ne peut pas faire la mesure. Oui. Oui, mais dans un monde idéal, si on veut être hyper précis, je suis tout à fait d'accord. Après, dans la vie de tous les jours, et surtout pour quand il s'agit de caler un système de diffusion, une écoute de studio ou même en live, un micro, bon là c'est pas un micro de rien du tout, c'est quand même un 4091 dPA qui est très 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 linéaire. Ça va. On a fait des tests avec des micros même vachement pas terribles. Ça reste assez cohérent. Ça reste assez cohérent. Ouais, mais ça c'est pas ultra. Ça fausse un peu la mesure, effectivement, si on veut être véritablement précis. Mais dans la plupart des cas, ça suffit. On peut pas. C'est comme à ce moment-là, on va prendre le convertisseur va être très important aussi. On va devoir passer. On va pas faire la mesure à 1 fs, mais plus à 4 fs pour regarder aussi comment ça se passe et surtout pour les histoires de transitoire. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels, si on veut vraiment faire de la mesure très très précise, on va se mettre dans des conditions puis on va utiliser du matériel hyper précis et coûteux. Mais de la même manière que si on veut se donner les moyens de faire un bon mix, on va essayer de s'acheter des bons speakers, puis de prendre des bons musiciens et de. Ouais, de toute façon, tout à fait d'accord. une chaîne de mesure ou d'écoute, c'est toujours le maillon le plus faible qui domine. Et bon, là, on peut se dire quelque part que, enfin, on est quasiment certain que c'est l'enceinte qui va, ou la pièce plutôt même, qui va introduire plus de problèmes que le micro en lui-même. Ceci dit, on a quand même, là, dans l'exemple typique d'aujourd'hui, il y a quand même un micro cohérent, il y a quand même un système qui est relativement de qualité quand même. Mais c'est vrai que si on veut être perfectionniste, on pourrait même faire un loopback sur l'interface, enfin mettre l'entrée bouclée directement avec un câble sur la sortie, vérifier qu'elle a une réponse en fréquence bien droite, et éventuellement que le délai est bien compensé. Ouais. Ouais. Mais effectivement, oui, on devrait commencer, si on allait jusqu'au bout, on devrait commencer par analyser l'interface audio pour éventuellement la calibrer, analyser le micro, s'assurer que les soudures qu'on utilise soient bien pour que le câble transmette le signal de la meilleure manière possible, etc. Puis faire vraiment le truc dans... Je suis assez d'accord. Et mais c'est vrai qu'il reste toujours le problème d'avoir un étalon de référence, enfin, que... Ouais. Le fabricant de micro, je sais pas comment ils font pour les calibrer de manière absolue, mais il y a forcément un feedback quelque part, donc il n'y a pas de... Enfin bon. Donc là, l'idée c'était qu'on devait faire le délai. Oui, parce que notre courbe de phase, là, on voit bien qu'elle ressemble à rien dans l'aigu. On voit bien d'ailleurs ce que disait Alain tout à l'heure, que c'était moins dans les basses fréquences, c'est beaucoup moins problématique. Et on voit très très bien qu'on a les rotations de phase. Plus on monte dans l'aigu, plus on a de rotation de phase, puisque on n'est pas calé comme il faut. C'est un filtre en peigne en fait, classique. Donc là, on trouve notre délai. Snapshot. Comme ça nous évite d'avoir du bruit. Et là, on peut voir que, bon, on est très très près de l'enceinte. On est dans une pièce qui est quand même assez correcte. On a une cohérence qui est bonne sur tout l'ensemble du spectre, à part dans les basses fréquences. C'est probablement les ventilations, je sais pas. Peut-être, oui. Ouais. Et au niveau magnitude, on est quand même correct. Je suis en train de chercher là. On est dans une plage quand même de plus ou moins 2 dB. Plus ou moins 2 dB.
Donc ça fait 4 dB d'amplitude sur certains accidents. Ça reste très cohérent. Et au niveau de la phase, on voit bien qu'au niveau du gros couvrement entre les deux haut-parleurs, on va avoir une rotation de phase. Enfin, on a la phase qui s'écarte de la phase idéale linéaire. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a cette impression de rotation? C'est parce que en fait, on représente la phase que sur 360 degrés. Et donc, on la déroule pas. Donc, ça crée un saut sur la courbe. Mais en fait, c'est un saut qui n'existe pas en soi. C'est que la phase, la courbe, elle continue, elle s'exprime sur plus que 360 degrés. En fait, il y a toujours une ambiguïté sur la phase. La phase, en fait, elle est déterminée. Enfin, ici, elle est déterminée comme étant l'angle d'un nombre complexe. En fait, on voit clairement que cette partie-là, c'est la prolongation de celle-ci. Mais si vous regardez un spectre de phase qui est beaucoup plus complexe, je penserais à une cymbale, par exemple. Là, c'est complètement chaotique. Ça devient complètement impossible de reconstituer la phase. Enfin, il existe des procédures approximatives pour le faire, mais là, c'est parce qu'on sait déjà que ça doit ressembler à une droite qu'on peut recoller, en fait. Mais en tant que telle, elle est toujours définie. Je sais pas si... Enfin bon, là, dans l'exemple présent, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui nous est intéressant, c'est de savoir que finalement, si on en restait là, on a une magnitude, donc une réponse en fréquence de l'enceinte qui est à peu près cohérente, plus ou moins 4 dB. On a dit 4 dB d'amplitude. Ça se corrige même assez facilement. On a ce problème de phase, mais qui est dû à l'enceinte. Donc ça, on pourrait le corriger comme le fait PSI dans ses processeurs, mais on pourrait le corriger même de manière numérique en introduisant de la latence, par contre. Mais après tout, voilà, on pourrait utiliser, on sait qu'il n'y a pas tellement de problèmes majeurs, il n'y a pas tellement de problèmes de... Alors vous me direz, on l'aurait déjà, on l'aurait entendu en écoutant la musique, mais on aurait entendu que tout se passe bien. S'il y a des problèmes, c'est des fois difficile de les identifier, donc c'est là où ça va être intéressant d'utiliser un analyseur. Et puis, là, tout était préparamétré. Mais par exemple, par défaut, ici, si je rajoute de la résolution dans mon... Peut-être juste intervenir là-dessus. Pardon. Je t'écoute. Ouais, on n'a pas parlé d'une chose qu'on est en train de montrer sur le logiciel. C'est que pour avoir une mesure fiable, donc non seulement il faut être dans des conditions adaptées, mais également, il ne suffit pas de faire une mesure à un instant donné. En fait, on a intérêt à prendre plusieurs mesures dans le temps et ensuite les moyenner. Donc ça, c'est une première méthode. Donc ça permet de limiter les variabilités entre les mesures. Et puis, ce que tu étais en train de montrer, je pense, c'était aussi qu'on... par nature, le spectre est souvent accidenté, en fait. Et encore plus dans les aigus. Enfin, encore que là, on a une option... Si, on est... Ouais. Et donc après, on peut aussi rajouter un filtrage, en fait, qui lisse sur les fréquences pour voir vraiment la tendance générale et pas les petits accidents qui sont plus des accidents de mesure. Voilà, et c'est là, on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'outil, à un moment donné, il n'est pas juste un outil technique, scientifique, il est un outil qu'on va utiliser pour faire notre travail d'ingénieur du son. Si on regarde là, par exemple, la courbe telle qu'elle est affichée, avec un maximum de résolution, on est déjà dans une représentation qui n'est pas une FFT standard, où là, on aurait beaucoup plus de résolution dans l'aigu et on verrait encore moins de choses. Mais là, on a déjà beaucoup de difficultés à lire cette courbe et en fait à en tirer quelque chose pour nous. Si on devait prendre un équaliseur, par exemple, pour essayer de corriger l'écoute et d'aller vers le flat, on aurait de la difficulté là, à faire ça, parce que là, il y a un petit peu trop de variations. Donc on va utiliser du smoothing. Et alors, on va... D'où l'intérêt... Oui. De par la nature erratique du bruit qui est utilisé pour effectuer la mesure, si le snapshot est trop court, est-ce que les accidents seraient expliqués par justement la valeur, enfin l'intervalle, ou un scene sweep pourrait nous permettre d'avoir une mesure plus précise de tout ça? Là, c'était du bruit. Voilà, c'était du bruit, mais le sweep, il va permettre d'essayer d'éviter en fait d'annuler en fait
les réverbérances, les problèmes de pièces, d'essayer de se concentrer plus sur le signal direct. Et alors qu'avec le bruit, on va exciter toute la pièce tout le temps. Et puis on va avoir du mal à... Par exemple, quand on fait un sweep, on pourrait filtrer en même temps le retour dans le microphone pour se concentrer que sur la portion sur les fréquences qu'on est en train de diffuser. Et donc pour essayer d'éviter tout le reste. Mais ça ne changera pas le problème au niveau ça changera la mesure elle-même, mais ça ne permettra pas d'avoir quelque chose de moins erratique au niveau de la courbe. Oui, et puis le fait que le bruit semble erratique à l'écoute, c'est c'est la caractéristique du signal d'entrée, mais il faut bien comprendre qu'on le connaît, en fait, on le connaît précisément à un instant T, donc ça nous permet de faire la division, et ce caractère erratique, en fait, il nous aide beaucoup. Alors après, le sweep, c'est intéressant aussi pour mesurer les distorsions, parce que les distorsions harmoniques ou non harmoniques, parce qu'avec un bruit, toutes les fréquences sont mélangées, donc on ne peut pas inverser le système. Donc, par contre, c'est plus long un sweep. Hein. Et puis, c'est une autre... Et avec un sweep, c'est plus difficile de sortir la phase aussi. C'est une autre méthode. Mais de toute façon, ça ne va pas permettre d'avoir une courbe plus lisse. D'accord. Merci. Donc là, par contre, nous, ce qui va nous permettre d'avoir une courbe plus lisse, c'est d'utiliser du smoothing. Et de se dire que finalement... de toute façon, nous, on n'entend pas les trucs comme ça. On entend qu'il y a des problèmes, mais on veut sortir les caractéristiques principales de la courbe. Donc, à ce moment-là, on va diminuer la résolution. Et on se rend bien compte que les problèmes principaux restent. On voit bien les creux aux bons endroits, on voit bien... Et du coup, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à sortir un equalizer et à essayer de reproduire cette courbe-là, par exemple, si on veut l'inverser. Et tout l'intérêt de l'outil. C'est-à-dire qu'à un moment-là, on utilise un outil qui pourrait paraître un peu abscon, très scientifique, mais là, on va l'utiliser au service du travail d'ingénieur du son, en adaptant sa résolution pour nous donner la possibilité à nous d'en sortir quelque chose d'intéressant et immédiatement. Et je dirais même que... alors ça, c'est vrai quand on fait de la mesure, mais ça peut être encore plus vrai quand on veut utiliser une mesure en temps réel sur de la musique. On est en train de mixer, on projette quelque chose, on écoute, et on regarde un outil d'analyse. Donc si on revient sur par exemple sur cette fonction de transfert, si au lieu d'envoyer du bruit, on met de la musique, donc je vais mettre de la musique. Ça, c'est particulièrement utile dans des situations comme un live, par exemple, où on n'a pas spécialement envie d'envoyer du bruit blanc au public tous les 5 minutes. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que l'acoustique du local change, en fait, parce que souvent le système est calibré quand le public n'est pas là. Puis après, les gens arrivent, ça fait un filtre acoustique. Donc, on a besoin de pouvoir réagir en direct. Donc, on le fait à l'oreille, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser... On arrive à... Si on a un signal de musique donc, qui est relativement... où toutes les fréquences sont présentes, on arrive à sortir la réponse et donc pouvoir appliquer les corrections nécessaires. Oui. Le smoothing que vous utilisez, il est fait selon des critères mathématiques ou c'est juste en fait une visualisation? Oui, non, non, justement, toute la difficulté, c'est que c'est bien joli de mettre un smoothing, mais si c'est pour enlever tous les détails, on ne sait plus ça correspond plus à rien de physique ou de ce qu'on perçoit. Donc c'est un peu la difficulté en fait, c'est d'arriver à avoir un bon algorithme d'autant plus sur la phase. Parce que comme vous voyez, là, à la limite, si on applique un filtre un peu standard, comme vous avez peut-être vu sous Photoshop, il y a un aspect visuel, on voit bien que ça lisse les creux. Mais sur la phase, on ne peut pas faire ça, parce que si on s'amuse à faire ça, on va voir que là, on va supprimer le saut, qui est très important, parce que ça dénote un phénomène physique qui est crucial, quoi. Donc, non, on a différents... on n'a pas voulu faire quelque chose d'entièrement automatique.
Donc on propose des options et l'idée en fait c'est aussi de... C'est très difficile de faire quelque chose qui soit, comment dire, enfin on a besoin de quelques connaissances quand même pour après pouvoir interpréter. Enfin plus on veut être fin sur l'interprétation évidemment. Donc faut pas faire une confiance aveugle à ce qu'on voit. Faut après jouer sur les paramètres et se dire bon bah ça, est-ce que c'est un artefact de mesure ou est-ce que c'est donc que je peux filtrer avec le filtre ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de significatif quoi. Ensuite, ce que je voulais dire sur la musique, si on me remet de la musique, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que là, j'envoie mon mix, je regarde ce que je suis en train de faire, en fait, ce que je suis en train de mixer. Et là, cette courbe de transfert entre gauche-droite, de par la manière dont on l'a fait, l'intégration temporelle, de la résolution utilisée pour la fenêtre temporelle pour avoir la résolution qu'on veut, être précis dans les basses fréquences, etc. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Par rapport à ce qu'on entend, ça me raconte rien, ça me dit rien. Donc c'est bien, effectivement, pour caler un système, c'est bien pour analyser une machine, c'est bien pour des tas de pans du travail qu'il y a à faire, mais plutôt des choses en amont, en fait. Mais pendant le boulot, ça ne m'apporte pas des masses d'informations, quoi. D'où l'intérêt de développer d'autres outils aussi qui sont plus adaptés en fait aux différents boulots. Donc par exemple, si ici on va faire juste un petit test, on va remettre un bruit rose. Voilà. Et puis je vais mettre un EQ, on va mettre un plugin. Voilà. On va donc on voit bien ici sur mon analyseur, comme j'envoie le bruit rose, j'envoie la même chose gauche-droite, on a une courbe totalement linéaire, en amplitude, en cohérence, magnitude et phase. Maintenant, si je vais équaliser un seul des deux canaux pour créer une différence et donc voir les différences dans mon système. Voilà, faisons ça. C'est difficile avec un seul écran de tout avoir en même temps. Voilà. Je vais changer le range parce qu'on ne voit pas tout. Voilà. Donc là, on voit très bien ma courbe de transfert qui correspond à mon EQ. Et en vert, on voit bien la courbe de phase. Donc on voit bien ce qu'on attend, on voit bien la mesure. Maintenant, si je prends une autre représentation, qu'on va voir ici, qu'on a appelée, nous, Nebula, qui est une sorte de courbe de transfert, on retrouve exactement la même chose. Mais maintenant, on va regarder avec de la musique et on va voir si ça nous raconte quelque chose d'autre que tout à l'heure quand on avait notre courbe de transfert qui disait rien du tout. Je vais vous mettre un peu de son. Donc là, c'est pareil, c'est à peu près le même principe. Vous avez une courbe de transfert, mais l'outil est designé vraiment pour vous amener quelque chose en temps réel. On voit très bien le charlet sur la droite. On voit la voix quand elle chante. On voit la corrélation de basse. Alors ça, c'est vachement important dans les basses fréquences. On voit que là, les deux haut-parleurs vont être bien synchronisés. Donc, on va avoir le maximum d'énergie restituée. C'est pour ça qu'on a cette impression d'ailleurs de précision et puis de puissance dans le bas. Mais du coup, on a un outil qui quelque part utilise les mêmes théories, les mêmes maths, mais juste présenté différemment, qui va pouvoir nous aider dans notre boulot d'ingénieur du son au moment où on est en train de faire les productions. Ça va être très utile aussi en prise de son. Quand on cale
un couple de micros ou quand on veut faire une prise sur un piano, par exemple. On sait tous à quel point ça peut être difficile de réussir une prise de son sur un piano. Là, on va voir en temps réel les harmoniques, la corrélation dans les basses, on va voir comment ça se passe. Et donc tout de suite pouvoir imaginer comment le son va être restitué. Ce qui est souvent difficile parce que c'est très très rare de pouvoir faire une... Je vais baisser le son. C'est très rare de pouvoir, par exemple, avoir un... quand on est en studio, qu'on a le piano dans la cabine, on ne peut pas être à la fois derrière les écoutes et en train de bouger les micros. Donc il faut avoir une petite main qui bouge les micros pour vous, et encore, c'est pas facile parce qu'il faut lui dire non, fais plutôt comme ça, ben non, reviens comme ça, etc. Ça, c'est un truc qui peut permettre d'aller plus vite parce qu'on peut aller dans la cabine, regarder, prendre un casque même, et puis vérifier les choses. C'était un peu le message d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que ces outils sont à disposition pour aider, pour être précis, pour savoir ce qu'on fait, pour comprendre les problèmes qu'on entend, pour caler ces machines, mais ils sont aussi là pour aider. C'est pas eux qui vont faire le mix à la place de l'ingénieur du son, mais c'est des bons outils pour mieux comprendre le signal, pour mieux l'interpréter. Pour encore aller plus loin dans ce domaine-là, je peux vous montrer un truc très simple qui est un oscilloscope de base qui va nous permettre de sortir une waveform standard. Voilà. Donc là, on voit la waveform de la même manière qu'elle va être représentée dans n'importe quel logiciel, Pro Tools, Cubase, etc. Cette waveform, elle nous donne des informations de niveau uniquement. Alors quand on a un peu l'habitude, on sait interpréter un peu que quand il y a un petit pic à un endroit, on peut assumer que ça va être une transitoire qu'on va entendre et que du coup, enfin voilà, on va pouvoir la traiter comme ça. Mais du coup, on pourrait se dire, voilà, on va colorier tout ça avec une analyse. Donc là, pour le coup, on colorie, on fait une détection de transitoire de ce qu'on pourrait appeler la dynamique ou encore le crest factor, pour ceux qui sont habitués aux machines analogiques. Et ça va nous permettre de sortir sur la waveform, de voir véritablement où sont les passages où il n'y a vraiment pas de dynamique. On est dans des sustains, par exemple, une basse qui se maintient. Ou alors en bleu, on voit véritablement les crêtes et les crêtes qui vont sortir, qu'on va percevoir comme étant des crêtes. On va remettre un peu de son pour s'en rendre compte. Avec Michel, c'est toujours facile de voir ça en plus. Hop, excusez-moi. On voit bien, c'est vachement intéressant, on voit bien l'impact, les caisses claires en bleu, les transitoires, les notes basses. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que quand les basses sont toutes seules, on a tendance à être dans le rouge, donc à avoir vraiment très peu de dynamique. Quand la caisse claire est toute seule, on a beaucoup de transitoires, on va vraiment dans le bleu. Mais c'est beaucoup moins évident quand tout ça se mélange un peu. Ça donne des informations précieuses pour le montage, mais ça donne aussi des informations précieuses, par exemple, quand il s'agit de compresser un signal. On va voir immédiatement, par exemple, quand on compresse, on va voir que tout devient de plus en plus rouge. Et on va voir, en fonction de comment on règle son attaque, si on laisse passer des transitoires, voilà, ça va donner des informations. Alors, évidemment, on ne dit pas qu'il faut utiliser toujours ce genre d'outils. On dit que c'est là pour apporter une aide. Et qui peut être plus ou moins pratique en fonction du travail qu'on a à faire. On va revenir sur l'analyseur de spectre. L'analyseur de spectre, ici, c'est pareil. Quand on est en train de mixer en temps réel, finalement, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on a besoin vraiment de précision? Pas sûr. Je remets un peu de son, voilà. Est-ce qu'on a besoin de précision? Pas sûr.
Donc à ce moment-là, on va se dire, non, moi je veux plutôt avoir une courbe smoothée. Et puis je vais doser la précision. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre un smoothing avec une fenêtre glissante. Donc ça veut dire que les pics vont quand même toujours être à l'endroit où ils doivent être. Mais dans l'ensemble, on va lisser tout ça. Après, on pourrait se dire, mais je vais quand même garder, finalement, je veux pouvoir avoir un peu des deux. Donc, on va mettre les deux en même temps. Je vais mettre du smoothing pour avoir une espèce de tendance. Et puis, je vais garder, par-dessus, la résolution maximum. Comme ça, à un moment donné, quand j'entends quelque chose, je peux me focaliser là-dessus. Je peux lui demander de me détecter des pics aussi pour avoir immédiatement la fréquence des pics. Ce qui va m'intéresser d'autant plus si je peux le contraindre dans une zone. C'est-à-dire que là, on est en train d'écouter, de travailler un mix complet. Donc on va se dire, on va se concentrer à partir de 4 kilos. Comme ça, on va voir les sibilances, tout ce qui est S, tout ce qui est sifflant, tout ça, et on va pas essayer d'analyser les basses. Donc là, ça va être très intéressant. On peut utiliser une courbe aussi un petit peu plus lente, voilà, de max, de manière à avoir toujours le dernier pic. J'aurais pu le mettre un peu plus gros. Voilà. Là, c'est très pratique parce que quand on entend le S, on l'a entendu, on va le corriger. Si on veut avoir une action tout de suite, on va y arriver, c'est pas le problème, on l'a entendu. Mais on met un petit coup d'œil, paf, on a la fréquence, on y va direct. C'est immédiat, on gagne du temps, on se fatigue moins. Alors après, on a travaillé des modes qui sont plus ou moins sympas. Par exemple, avec un waterfall qui permet d'avoir un historique en même temps un petit peu comme un spectrogramme qu'on aurait là, mais mélangé avec l'analyseur temps réel. Donc là, on va voir, par exemple, quand on a une sifflante, on va voir, ça va créer une traînée. Et du coup, si on est un petit peu en retard pour regarder l'analyseur, on va quand même être capable de voir où c'était, tout de suite. Ça va permettre aussi, quand on veut placer ces panneaux acoustiques dans la pièce, de regarder en temps réel comment ça se comporte, etc., etc. Donc grosso modo, voilà, l'idée c'était de montrer, je crois qu'on peut passer aux questions après, mais l'idée c'était de montrer que... Un petit point à évoquer. Avant que je te laisse conclure, c'était de montrer que dans tout ce travail d'ingénierie du son, on a besoin d'utiliser des normes, donc des outils de mesure. On a besoin d'utiliser des outils de mesure aussi pour qualifier nos outils, les calibrer, les utiliser comme il faut. Et pouvoir se concentrer sur le mixage. Mais on peut aussi utiliser tous ces outils un peu rébarbatifs à des fins beaucoup plus créatives et comme assistants pour faire un meilleur boulot. Et c'est un petit peu le but de cet analyseur, en l'occurrence. Ouais, je voulais juste vous montrer... je ne sais pas si tu pourrais remontrer juste le spectre tout simple. Oui. En fait, vous êtes probablement habitué à voir donc cette fameuse transformée de Fourier. Elle a la particularité, donc comme c'est une représentation mathématique, de traiter en fait le spectre de manière linéaire. C'est-à-dire que pour chaque petite barre que vous voyez ici, donc là on est bien en Fourier. Là. Non, tu l'as mis. Fourier. Ah oui, tu peux le remettre en. Je vais le mettre en Fourier. En Fourier. J'enlève tous les. Ouais. Attends, j'enlève tous les. Ouais, okay. Hop. Donc en fait, une transformée de Fourier toute simple, je peux peut-être la mettre en très gros comme ça. Ça ressemble à ça en fait. Donc je sais pas si vous remarquez, vous voyez, dans les graves, on arrive bien à distinguer, là il y a un kick, la basse qui se déplace. Mais après, plus on monte dans l'aigu, plus ça ressemble à du bruit quoi. Et bon, moi je sais pas pour vous, mais j'ai un peu du mal à interpréter ça. La raison, c'est pas seulement que c'est pas seulement un problème graphique, c'est aussi que ça correspond pas à nous. Nous, on a une perception de la hauteur d'un son qui est logarithmique, c'est-à-dire je pense que on a une perception en octave, quoi. Donc quand on monte d'une octave, on double la fréquence au lieu d'additionner, qu'on passe du La 440 au La au-dessus, on passe à 880.
Et après, on va passer à 1600 et non pas donc à 1002 et quelques. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est toujours un peu dans l'optique quand même de représenter de manière visuelle quelque chose qui s'approche le plus possible de ce qu'on entend. On a fait ce qu'on appelle une transformée à Q plus ou moins constant. Donc le Q dont je parle, c'est le Q qu'on trouve sur un égaliseur. Donc c'est le facteur de qualité. En fait, c'est simplement le ratio entre la largeur de bande et la fréquence. Donc sur une transformée de Fourier classique, ce facteur de qualité, il est très élevé dans les graves et il descend dans les aigus en fait. Et donc ça, c'est pas très intéressant. Donc c'est ce qu'on voit ici. On ne voit plus maintenant. Donc maintenant, avec la représentation donc à Q constant, on voit qu'il y a une résolution constante sur l'axe des fréquences, mais en logarithmique. Et en fait, si vous regardez après, si on le voyait, si vous voyez une représentation de... On ne peut pas mettre les deux en même temps. Ah si, remarque, tiens, je peux mettre les deux à la fois. Bon. Si je mets deux analyseurs. Oui, tu me... Ça devrait marcher. Désolé. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que donc, ça correspond mieux à ce qu'on entend. Et c'est pas simplement un filtrage, c'est pas cosmétique en fait. C'est vraiment, ça correspond à une modélisation qui s'approche un petit peu de la manière dont l'oreille fonctionne. Donc, c'est... Et puis, il faudra se mettre comme ça. On s'est dit que c'était assez intéressant de voir cette représentation. Et puis, moi, personnellement, c'est souvent ce que j'ai vu sur les analyseurs de spectre. C'est très intéressant dans le grave, mais dans les aigus, c'est un peu difficile à interpréter. Okay. Donc après, on va le voir surtout sur la courbe de Max. Là, on a les deux. Ouais. En fait, j'ai lancé deux analyseurs en même temps. Donc, on en a un avec une FFT standard, qui est en plus mal normalisé, qui n'est pas normalisé, celui du haut, ouais, qui n'est pas normalisé comme il faut. En plus, donc là où on va avoir une droite plate sur si on donne un bruit blanc. Et alors que nous, on a une perception, on a un bruit rose, on a l'impression qu'il va être à peu près plat. Donc, on voit bien d'ailleurs qu'on a en fait... on a beaucoup une représentation oblique. Et ce qui va se passer dans l'aigu, ici, on a beaucoup moins de résolution, puisqu'il nous reste que quelques pixels pour exprimer les variations d'amplitude. Et puis, on a, voilà, sur la courbe de Max, c'est flagrant, on voit vraiment beaucoup trop d'informations. On voit autant de bruit que de signal, grosso modo. Donc, on va être obligé, là encore, d'utiliser du smoothing ou d'utiliser d'autres choses, mais ça ne va pas être véritablement l'énergie qu'il va y avoir dans la bande de fréquence que nous, on perçoit. Là, alors que dans la version en dessous, c'est beaucoup plus cohérent. Après, de toute façon, ça reste comme on disait, c'est simplement une représentation. Faut pas faire une confiance aveugle, j'imagine. Ne serait-ce que parce que... une limitation, je dirais, principale de la visualisation en fréquence, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir deux signaux qui ont le même spectre d'amplitude, mais si vous changez la phase, vous aurez quelque chose de complètement différent. Enfin, si je prends un exemple extrême, vous prenez une impulsion, donc un spike, et vous modulez sa phase, son spectre de phase, par quelque chose d'aléatoire, vous obtenez un bruit blanc. Donc perceptivement, ça n'a strictement rien à voir. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait en temps normal, mais c'est pour dire que c'est une représentation et que c'est utile dans certains contextes, mais il faut aussi connaître les limitations d'un outil pour pouvoir l'interpréter correctement, je pense. Micro. Tout à l'heure, vous parliez de voir du coup ce qu'on ressentait nous en fonction des hautes fréquences. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait appliquer une courbe de pondération au visualisateur afin de pouvoir... C'est déjà le cas, là. On peut appliquer des courbes. C'est ce qu'on va utiliser, par exemple, sur les vumettes. On n'est pas allé dans tous les détails des réglages, puis tous les modes. On a, par exemple, un mode qui est fait pour le live. Attends, je cherche, voilà. Ce mode qui est fait pour le live. Où là, par exemple, en bas à droite, on va avoir la pression acoustique dans la salle. Donc, c'est le retour du micro, en fait, qui va nous donner la pression acoustique.
typiquement là, en général, on il est utilise pas des calé, courbes de ouais. il n'est pas calé, ouais. On utilise des courbes de pondération en fonction de ce qu'on veut. C'est vraiment en fonction de la norme ou du boulot qu'on veut faire. Je pense que sur simplement un mixage ou simplement ce que vous avez à faire en studio, je vois pas pourquoi on appliquerait une courbe de pondération sur un analyseur de spectre en réel. Et à l'exception dans le cas d'un microphone, si on veut compenser la courbe du microphone elle-même. Est-ce que vous pensiez à quelqu'un, je sais pas, qui a peut-être l'audition dont il sait qu'elle faiblit un peu, donc il se fait faire une courbe, mais Non, je pense qu'il pas ouais, particulièrement, non, mais c'est- juste une nouvelle approche peut-être dans le visualisateur aussi. Enfin, c'était juste une question pour voir dans quel sens ça pourrait aller. De toute façon, vous avez raison dans le sens aussi où il n'y a pas deux analyseurs finalement identiques. Et nous, on a plein d'options pour essayer de rendre le truc agréable ou utilisable pour chacun. Et d'ailleurs, on a laissé plein d'options. Par exemple, la couleur. Là, dans le cadre du Nebula, ce qu'on voit ici, on va pouvoir régler si on veut, si on travaille en linéaire pour pouvoir mettre en évidence plus les pics, ou si on travaille en log pour voir plus l'énergie constante. On va pouvoir régler, clamper les niveaux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On va même pouvoir changer les... Ça peut paraître stupide, mais les kernels de blur, la manière dont ça... le maintien à l'écran. Voilà. Et l'idée, c'est que chacun, après, puisse adapter à ses besoins l'outil. Puisqu'on est... Nous, quand on a fait le truc, on s'est dit, tiens, ça marche mieux comme ça marche mieux comme ça marche mieux comme ça. Mais d'autres vont avoir d'autres envies. Il y en a qui vont préférer avoir des releases plus lents, par exemple, sur l'analyseur, sur le RTA. Donc, ils vont ralentir la balistique. Voire même, ils vont vouloir utiliser de l'intégration temporelle, etc. Donc, on a plein d'options, en fait. Donc, on pourra avoir une option aussi pour amener une courbe... J'aimerais savoir si votre outil est exploitable pour plus de 2 canaux. Jusqu'à 8 canaux pour ce qui est de l'analyse de niveau, de la corrélation dans un espace de diffusion multicanal, etc. Jusqu'à 16 canaux pour tout ce qui est courbe de transfert. Donc toute la partie analyse calage de système. Mais voilà, ça, je pense pas qu'on ait le temps d'adresser toute la partie multicanal. Mais on a des choses dédiées. Donc, par exemple, ce Nebula-là, on l'a en représentation vue de dessus pour le multicanal, où ça va nous permettre de voir la répartition fréquentielle dans l'espace de diffusion multicanal. Et on va pouvoir l'utiliser pour voir la perception d'enveloppement que l'auditeur va avoir en fonction du setup de haut-parleur. Si on est, par exemple, on verra très bien que si on est sur un setup ITU, avec 30 degrés, les enceintes 30 degrés au centre et 110 degrés à l'arrière, on n'aura pas du tout la même perception d'enveloppement que dans un théâtre avec plusieurs enceintes arrière et avec les canaux arrière qui vont diffuser sur les côtés. Et donc on a aussi ce genre d'outils dans l'analyseur. Merci. Moi j'ai une question pratique. En fait, est-ce que tu peux nous montrer la procédure qui permet de visualiser, en fait, d'intégrer, donc c'est une application standalone, et comment en fait on fait fonctionner cette application dans Reaper? Comment tu l'appelles? Par un plug? Comment ça marche? On a deux solutions. On a soit comme c'est une application standalone, soit on peut se connecter à des drivers audio. Oui, bien sûr. Donc Core Audio sur Mac, ASIO sur PC. Si on a la chance d'avoir, comme moi aujourd'hui, une interface comme celle-ci, on peut même être plusieurs logiciels connectés en même temps sur le driver. Donc on pourrait très bien envoyer par Reaper, par le driver directement dans l'analyseur, etc. Mais bon, c'est moins commun.
Et sinon, ici, ce que j'utilise, on a un petit plugin qui s'appelle le Sample Grabber, qui existe dans tous les formats. VST, Audio Unit, RTS, AX, TDM, AXDSP. Ce plugin permet d'extraire les samples audio et de les broadcaster sur le réseau. Donc ensuite, l'analyseur va les découvrir sur le réseau. Donc et on va pouvoir se connecter dessus. Donc ça marche évidemment en local, sur la même machine. Là, je l'ai mis, les deux logiciels tournent sur la même machine, ça pose pas de problème. Si je rajoute un deuxième sample grabber, par exemple, on va voir, voilà, il va être listé dans l'analyseur. Et je vois maintenant 2 sample grabbers. Donc je peux même en mettre plusieurs à différents points sur ma console, dans Pro Tools. Et après passer de l'un à l'autre. Ou je peux utiliser aussi plusieurs stations de travail. Si j'ai un Pro Tools, un Logic Audio, un Cubase, et mettre des sample grabbers à différents endroits. Et avoir un ordinateur qui va tourner l'analyseur et qui va se connecter sur l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on veut. Pour ce qui est de ça particulièrement, quand on travaille dans des structures de production où on va partager un réseau entre plusieurs cabines, on a la possibilité de définir un mot de passe, voilà, un digit à 4 chiffres. Et ensuite, l'utilisateur qui se connecte sur le sample grabber va devoir rentrer ce truc-là, histoire qu'on ne regarde pas ce que fait le copain. Et comme on peut également sortir sur une carte son, ce qui est rentré dans l'analyseur, on peut le ressortir sur une carte son. Comme ça, on peut insérer l'analyseur sur un chemin. Ça nous permettrait aussi d'aller écouter le travail des copains. Donc on a mis la possibilité d'avoir un mot de passe. Merci beaucoup. J'ai une autre question sur le waterfall en fait. Donc tu peux faire une analyse en faisant varier le temps. Est-ce que tu as un moyen soit de ralentir, soit d'accélérer, ou à un moment donné de figer le waterfall pour pouvoir, Oui. je pense notamment à la détection de mode propre de salle ou ce genre de choses. Alors, bon là, comme je le disais tout à l'heure, c'est un truc qui est tout neuf et qui n'est pas encore tout à fait terminé. Mais on peut déjà le figer. D'accord. Donc ça, j'ai pensé. Mais là, c'est fait pour être en temps réel. Donc voilà, on peut le figer. Après, je pense que ce qui t'intéressera aussi, c'est de pouvoir, après avoir fait ton snapshot dans ton analyse, sélectionner et demander de faire le waterfall sur la réponse impulsionnelle. Et donc ça, c'est prévu, mais c'est pas fait juste tout de suite. Là, on a fait quelque chose en temps réel pour comme première étape, et puis parce que on s'est dit que c'était pratique, pour avoir une espèce d'historique aussi, mélanger c'était plus l'esprit de mélanger le RTA et le spectrogramme. En fait, c'est comme si on avait un spectrogramme, mais en 3D. Voilà. Merci beaucoup. Bah merci. Allez, question là. Allez, question. Elle reporte aucune latence, c'est-à-dire que, enfin, elle rapporte pas de latence au host, mais le temps que les échantillons parviennent jusqu'à l'analyseur est totalement dépendant du réseau et du système utilisé. Donc, je peux pas vraiment répondre précisément à cette question. Et dans le cadre de l'analyseur, on n'a pas mis de contrôle de ça, parce en fait, on n'a pas besoin de ça. Si même les échantillons n'arrivent pas, quelque part, c'est pas si grave. Si on en a raté quelques-uns, il suffit d'attendre un peu, puis de recommencer la mesure. Mais on n'a pas vraiment besoin d'avoir de qualité de service de ce côté-là. C'est pas gênant. C'est pas comme si on envoyait des données et qu'on devait les traiter, les renvoyer après pour les rediffuser. On prend juste et on diffuse. Est-ce que vous auriez quelques informations à nous fournir sur la capacité énergivore du logiciel ?
En watts ou en gigahertz? Là encore, c'est variable. Ça dépend des nombres de modules et des modules qu'on met à l'écran, de la résolution qu'on demande en termes d'analyse spectrale et de la carte graphique. Parce que tout ce qu'on a pu déplacer dans la carte graphique, on l'a fait. Donc c'est vraiment on utilise un moteur graphique qui utilise OpenGL comme un moteur de jeu vidéo en fait. Et on a fait, par exemple, là, tout ce qui est Nebula, tout le générateur de particules, tout ça, c'est fait dans la carte graphique. Donc, ça va pas du tout utiliser le CPU. Mais on va quand même besoin de pas mal de CPU pour faire les transformer, pour passer dans le domaine fréquentiel, pour calculer toute une série de choses. Donc, ça demande. Là, je suis dans une configuration où je vais coûter un petit peu plus que parce que j'ai pris l'analyseur qui travaille en 64 bits flottants, ce dont vous n'avez pas besoin la plupart du temps. Vous pouvez prendre la version 32 bits flottants qui suffira largement pour du calage de système, par exemple. Donc là, ça va coûter un petit peu plus. Et je suis sur un portable, je prends 12% de la machine, 14%. Ça va dépendre. Je vais en prendre moins si je mets ça en full screen parce qu'il ne va pas redessiner tout le reste. C'est vraiment, on a essayé de faire le plus optimisé possible, mais tout en étant le plus réactif possible. On voulait vraiment donner une impression sur le RTA de réactivité. Et que l'on voit ce qu'on entend. Voilà, franchement. Donc, on a des options graphiques qui nous permettent de réduire. Par défaut, le moteur graphique travaille à 60 images secondes. On peut lui demander de passer à 30. À ce moment-là, on coûtera un peu moins en CPU. Mais ça sera moins bon. Pareil pour tout ce qui est analyseur temps réel, on va pouvoir lui demander d'essayer de réduire l'overlapping qui nous permet d'avoir un rafraîchissement le plus important possible. Donc là, on va économiser encore un peu. Mais disons que sur un portable comme ça, c'est assez raisonnable de voir qu'on a 10%, 12%, 15%. Quoi qu'il en soit, on dispose de réglages. En se rendre, ça va être un peu plus aussi. En multicanage. Oui. Ça va être un petit peu plus. Mais grosso modo, avec un Mac Mini, par exemple, dédié à ça, ça marche très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci.